Voilà, on en vient un peu au message clé. Merci à tous d'avoir fait ces beaux travaux. Vous avez vu qu'on a fait un tour relativement large de tous les problèmes qui vont venir nous, euh, nous arriver quand on va faire face aux infections, que ce soit des problèmes organisationnels, des problèmes médico-judiciaires et puis des problèmes thérapeutiques qui peuvent, on l'a vu, être extrêmement complexes dans les infections chroniques. Avec cette table ronde, on a voulu faire un état des lieux des pratiques actuelles, des recommandations actuelles, mais vous avez aussi constaté qu'il y a un grand nombre de dogmes qui sont relayés en permanence de congrès en congrès, de papier en papier, qui finalement s'appuient sur un niveau de preuve scientifique qui est relativement modeste, voire inexistant. C'est le cas à la fois de l'antibiothérapie. Vous avez vu que globalement, on ne sait pas tellement ce qu'il faut faire, même s'il y a plein de trucs qui marchent. C'est le cas des traitements chirurgicaux. Finalement, dans l'ensemble des recommandations qu'on a épluchées pour essayer de voir si nos pratiques correspondaient à ce qui était recommandé, il n'y a quasiment rien. Les dernières recommandations de la Société française d'infectiologie traitent très peu de la colonne vertébrale. Il y a une demi-page sur 150 pages d'argumentaire. Et en gros, c'est il faut laver, mais avec un niveau de preuve qui est un accord d'experts, qui repose sur 2 articles de 1988. Et on peut ou pas changer de matériel. Voilà. Donc, globalement, c'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, et on a vu que ça marche, mais avec un niveau de preuve qui est relativement faible. Donc, on a voulu vous donner des messages en sachant que peut-être que dans les années à venir, ils seront amenés à changer, si on a des preuves supplémentaires, ou en tout cas plus performantes. D'abord, alors, qu'est-ce qui se passe sur l'aspect médico-judiciaire? On a bien vu qu'il y avait une présomption de responsabilité sans faute. D'accord? Donc, c'est pas à cause de vous, mais c'est comme ça, et vous en êtes le responsable, et surtout, l'établissement dans lequel vous travaillez en est le responsable, et c'est à lui de payer. Et aussi à lui, normalement, d'assumer cette responsabilité, mais en pratique, c'est quand même à vous que vont arriver les courriers. Donc, il faut arriver à faire face à ça sans avoir trop de culpabilité, ne pas fuir surtout, et ne pas rajouter des fautes, comme vous l'a dit Étienne, c'est-à-dire pas de retard, pas de rupture de communication, que ce soit avant l'opération. Il ne faut pas hésiter, et surtout, c'est même quasiment obligatoire maintenant, de parler du risque infectieux avant d'opérer les patients, et puis pas hésiter à leur en parler après, une fois que c'est arrivé. Qu'est-ce que c'est le diagnostic, et qu'est-ce que vous allez faire, et qu'est-ce que ça engendre pour le patient. La prévention, je vous ai fait un tour assez vaste, mais vous avez bien compris qu'il y a énormément d'aspects qui peuvent être concernés. Les messages les plus simples, c'est globalement l'arrêt du tabac. Honnêtement, je pense que c'est une pratique qui va aller de plus en plus fort. C'est assez simple, et il y a un enjeu majeur sur les résultats, quels qu'ils soient, pas que infectieux. La réorganisation du bloc opératoire, vous avez vu qu'il y a des aspects complexes, vous n'allez pas faire créer des flux laminaires dans votre bloc s'il n'y en a pas en 2 secondes, mais en revanche, c'est relativement simple de dire qu'il ne faut pas rentrer dans votre bloc quand vous êtes en train d'opérer. La réhabilitation précoce, on en parle en permanence. Vous avez vu que ce sont globalement des habitudes qui sont pas forcément si faciles à faire, mais c'est quand même un état d'esprit qui, lui, est assez facile à avoir, et ça va changer probablement vos résultats. Et l'antibioprophylaxie, alors sous 2 aspects, bien sûr, l'antibioprophylaxie intraveineuse que vous mettez au bloc opératoire, la vancomycine entopique, vous avez vu que c'est un grand débat, probablement que des études vont nous apporter les réponses de savoir s'il faut ou pas le faire. Donc en diagnostic, des fois ça peut être très simple. Le pansement cool, il faut le rappeler, il faut pas perdre de temps. On voit les problèmes médico-légaux qui peuvent persister. Donc dès qu'il faut informer le patient que s'il y a de la fièvre, que la cicatrice coule, il ne se fait pas traiter par son médecin généraliste, il rapplique dans votre unité ou aux urgences ou dans le service directement. Sur le plan biologique, il n'y a pas de grand bilan à faire. Bon, un bilan le plus important, c'est la CRP. Alors, les jeunes internes vont dire oui, pourquoi pas la procalcitonin. Et ben, a priori, en rachis, ça n'a aucun intérêt, ça coûte cher. Et dans le suivi et dans le diagnostic d'infection, ça n'a aucun intérêt. Sur l'imagerie à faire, on a vu le grand intérêt de l'IRM dans le diagnostic de ces infections. Et le TEP scan, quand l'IRM est impossible. Le TEP scan aussi a un intérêt dans le suivi des infections des patients dans le temps. Donc le principe de cette prise en charge chirurgicale, quand c'est une infection superficielle, je pense qu'on peut en tirer des soins locaux.
avec des suivis. Et dès qu'on a une infection plus profonde, il va falloir reprendre le patient pour avoir des prélèvements qui soient profonds pour guider ensuite l'antibiothérapie. Et c'est surtout une décision collégiale. À mon avis, il faut la traçabilité de l'avis infectieux, la traçabilité de l'avis de réanimateur. Vous n'avez pas opéré un patient en urgence, en choc septique, à 4 heures du matin pour le plier sur table. Donc c'est une décision collégiale entre le réanimateur, l'infectiologue et le chirurgien urgentiste. Donc il faut laver avec des antibiotiques. Des antibiotiques, on ne prend pas des antiseptiques, pardon. La conservation du matériel en aigu, elle est possible. On n'a pas montré qu'on avait plus de risque d'avoir une infection chronique. Et bien sûr, il faut déposer le matériel dans des infections tardives. Alors, quid de la greffe qu'on a positionnée à l'infection aiguë? Je ne peux pas vous dire, il n'y a pas de certitude dans la littérature. Et dans les 4 centres qui ont participé à l'étude, on a tous des études différentes. Il semblerait peut-être que d'enlever ce qui n'est pas maintenu à l'os soit logique, mais ça n'a pas de preuve de certitude. Et il faut s'astreindre à fermer la peau. Donc, quand on a un problème de couverture, on met des vacs. Et sinon, il faut faire appel à nos collègues plasticiens pour les lambeaux. Vous avez vu qu'on peut être amené à faire des interventions multiples, et dans notre série, c'est pratiquement 1 cas sur 6. Il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, quand le faire, c'est toujours difficile. C'est un peu habituel que votre pansement ne soit pas parfait le lendemain d'une reprise pour infection. Quand ça continue à couler une semaine après, globalement, c'est que vous allez vous orienter vers un échec et qu'il faut à ce moment-là y retourner. On n'a pas tellement de facteurs de risque en lien aux interventions multiples, mais en pratique, c'est fréquent, retrouvé dans la littérature. Il y a régulièrement des secondes looks nécessaires. Ça peut amener à des chirurgies de sauvetage compliquées, mais qui sont en règle générale possibles, qui peuvent passer par des lambeaux. C'est une personne que j'avais réopérée ici avec l'aide des plasticiens, avec un lambeau complexe, mais qui avait permis une fermeture cutanée. Et vous voyez à droite la radio d'une autre patiente chez qui j'avais été amené à réopérer à multiples reprises, avec, vous voyez, des implants de grosse taille, une reconstruction antérieure, une prise pelvienne complexe. C'est possible, ça nécessite d'y retourner, ça nécessite d'avoir une planification opératoire, mais en tout cas, on peut guérir les infections, y compris quand le premier lavage a été un échec. L'antibiothérapie, on en a parlé largement. Donc, en discuter avec tout le monde, tous les acteurs, et l'écrire. D'accord ? Et l'écrire que vous la réévaluez. C'est pas parce que vous mettez sur votre compte rendu opératoire, je mets des antibiotiques, que ça va suffire dans le dossier. Il faudra mettre des antibiotiques, bien sûr, en post-opératoire immédiat, puis les adapter, montrer que vous avez réfléchi aux germes, montrer que vous avez vérifié l'absence d'effets secondaires, etc. L'information sur le traitement, elle doit être claire et complète. Plutôt une durée de 6 semaines, sauf si vous avez une infection chronique, un terrain complexe, une justification. Mais le standard, ça doit être 6 semaines maintenant. Le spectre le plus étroit possible, la voie d'administration aura le plus possible. On a vu que globalement c'est efficace, mais que c'est associé à des effets secondaires. Et donc la règle, c'est simplifier l'antibiothérapie et la raccourcir. Donc au final, on va les guérir, mais on a une surmortalité. Alors c'est vrai que dans la série, il y avait une cause peut-être variable, mais on peut, si ce n'est pas bien pris en charge, modifier l'évolution de nos patients. A priori, on n'a pas montré de risque de supérieur de pseudarthrodèse ou de kyphose. Il y a des récidives tardives possibles, d'où l'intérêt de suivre ces patients. Et le traitement antibiotique n'est pas bien supporté dans 25% des patients de la série. Dans la prise en charge d'infections chroniques, ça ne sert à rien de laver. Il va falloir déposer le matériel avec les problèmes mécaniques qui vont être engendrés par cette dépose et souvent associés déjà à cette infection chronique. Donc le traitement va être séquentiel. Il va falloir changer, mais garder une instrumentation le plus souvent possible pour éviter des complications mécaniques. Et donc les messages qu'on voulait ressortir sur les pistes d'amélioration possibles et probablement les informations qu'on aura à avoir dans les années qui viennent, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer sur la prévention. Alors les pansements aspiratifs, peut-être vous avez vu que ça fait partie des choses étudiées. Améliorer les techniques chirurgicales pour avoir de l'épargne sanguine. Alors on sait maintenant que la syntrax hexamique, ça fonctionne, le cell saver. Enfin, il y aura de plus en plus d'outils disponibles
pour diminuer le saignement et le recours à la transfusion qui est en soi un facteur d'infection. Réduire le temps chirurgical, mais c'est la même chose. En gros, c'est transformer la technique pour minimiser les risques liés à l'opération. La vancomycine entopique, un grand sujet. Je pense en tout cas, ça va être notre volonté d'essayer de mener un essai pour voir si c'est efficace. En tout cas, est-ce qu'il y a la place chez certains patients plus à risque que d'autres de l'utiliser. La RAC, vous avez vu que vous serez probablement tous amenés à changer vos pratiques pour vous orienter vers cette réhabilitation précoce, et donc probablement que ça aura une influence sur votre risque infectieux. Et le traitement, alors l'évaluation de gestes entrepris, c'est ce que je vous disais là tout à l'heure. Est-ce qu'on va être amené à savoir ou à évaluer la technique opératoire du traitement de l'infection? Est-ce qu'il faut laver, pas laver, fort, combien de litres, exciser les tissus, changer le matériel, enlever la greffe? En tout cas, ça nécessite qu'on se penche sur la question et savoir si tous ces gestes-là sont nécessaires, est-ce que ça influence sur le résultat. Et puis optimiser l'antibiothérapie, c'est des travaux permanents, je vous ai dit les objectifs, raccourcir, simplifier, et je pense que de plus en plus on va avoir des travaux qui vont nous apporter des réponses sur des traitements plus courts et moins toxiques. Ouais, je vous remercie de votre attention, on vous laisse éventuellement pour des questions. Merci pour cette excellente table ronde. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est dans un sepsis précoce, à partir de quel délai on doit changer le matériel? Au bout de combien de semaines? Alors, en pratique, là, tous les sepsis précoces qu'on a catégorisés comme précoces, c'était moins de 3 mois. Il y a eu certains patients chez qui il y a eu des changements initiaux de matériel, mais qui étaient liés à des problèmes mécaniques. C'est-à-dire qu'en même temps que l'infection, on avait une mobilisation d'implant, ou alors un implant qui était posé de manière suboptimale, entre guillemets, et qui avait engendré soit un hématome, soit une complication, et qui se surajoutait à l'infection. Donc ces changements-là, ils étaient plutôt réalisés pour une autre cause que la cause infectieuse. Les changements qui ont été réalisés pour la cause infectieuse sont essentiellement dans les sepsis chroniques, donc au-delà de 3 mois, et dans les réinterventions multiples. C'est-à-dire, on fait un lavage, ça ne marche pas, éventuellement on fait un deuxième lavage, ça ne marche toujours pas, à ce moment-là on change le matériel. Mais globalement dans notre série, on a montré qu'il n'y a pas il n'y a pas d'effet négatif de ne pas changer le matériel. Il n'y a pas de délai dans la littérature de... Non, pas tellement. Ouais. Alors, ce d'autant plus qu'en fait, le biofilm, qui est globalement l'idée reçue qui fait qu'on a envie de changer le matériel, c'est extrêmement rapide en fait. C'est quelques jours, quoi. Donc finalement, on peut se dire que quand vous arrivez sur un lavage d'infection chronique, vous avez eu la médiane de survenue, c'est 17 jours. Vous êtes largement au-delà du délai d'apparition du biofilm. Et pourtant, vous l'avez et ça marche. Et pourtant, vous n'avez pas l'extrémité de la vis qui est plantée dans l'os. Et ça marche quand même. Donc finalement, cet argument-là, il ne tient pas tellement la route. Donc pourquoi est-ce qu'il faut être amené à changer de matériel? Probablement plutôt comme disait Louis, c'est-à-dire qu'il y a un problème mécanique à laisser le matériel. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand il y a une ostéolyse autour de la vis, qui fait qu'il y a un micro-mouvement, vous continuez à avoir une inflammation locale, de l'hypermobilité, une collection qui fait que votre cicatrice ne se ferme pas. Et c'est à ce moment-là où il y a une nécessité de changer le matériel. Finalement, ce n'est pas tellement le délai, mais plutôt le scanner qui va vous dire si l'implant il tient ou pas et qu'il faut le changer. Alors après, c'est sûr qu'à distance, quand vous êtes à 3 mois, même s'il tient, globalement, l'implant, il faut le changer, mais en général, même, mon expérience, quand vous faites un scanner d'une infection chronique, de temps en temps, vous avez l'impression que l'implant tient, puis quand vous opérez, finalement, il est rempli de pseudo-membranes, et vous le changez sans remords, quoi. Trois petits points. On a parlé de la classe ISO de la salle d'opération. Alors, si je ne me trompe pas, pour la chirurgie prothétique en orthopédie, il est recommandé d'avoir une classe ISO 5. Oui, c'est vrai. Je finis les autres points. J'ai vu que 80% à peu près mettent des produits antiseptiques dans les reprises, dans la plaie elle-même. Je pense qu'on est hors AMM parce que normalement, les produits antiseptiques sont faits pour la peau. Donc, je voulais savoir s'il y a des recommandations là-dessus. En l'absence de recommandations, je pense qu'on est hors AMM.
le seul produit qui est autorisé, c'est le sérum physiologique. Je crois, hein, sauf erreur de ma part. Et troisième, encore sauf erreur de ma part, joyeux anniversaire à Louis pour les 36 ans. Alors oui, il faut une norme ISO 5 pour la pose d'implant. En pratique, dans les recommandations de la Société française d'hygiène, il faut ISO 7 pour la chirurgie rachidienne, quand vous n'avez pas d'implant. En pratique, comme là vous avez vu, mais c'est particulier, hein, c'est des CHU qui ont inclus les patients, donc on a 80% de racistes instrumentés. C'est globalement quand même pas le reflet de toutes les infections en France. Il y a quand même un certain nombre de centres qui ont une population d'infections qui est plutôt des patients non instrumentés. Mais tout ça pour dire que le traitement de l'air, finalement, il y a un certain nombre de règles, il y a des recommandations qui sont basées sur pas grand-chose. Vous allez devoir opérer dans des structures qui sont plutôt ISO 5, effectivement, en sachant que ça n'a pas d'impact en dehors du cadre administratif, quoi. Voilà. Le deuxième point, c'est l'antiseptique. Alors, là même, j'en sais rien. Il y a très peu d'études sur le rachis, sur la stratégie de traitement de l'infection. Encore une fois, je vous ai dit, les recommandations françaises, ça repose sur des avis d'experts, c'est vraiment des niveaux de preuve très faibles, il y a peu de papiers, encore moins de comparaison de différents traitements obtenus. Ce sur quoi on se base, c'est plutôt l'extrapolation de la chirurgie osseuse des membres et des prothèses. Dans les membres, nous, vous avez vu, on utilise beaucoup le sérum pulsé. Les recommandations d'experts dans la chirurgie prothétique, c'est de ne pas le faire. Ça repose sur un niveau de preuve qui est pareil, relativement faible et très ancien. Moi, je pense que c'est un bon moyen d'apporter beaucoup d'eau. Voilà. Après, il n'y a pas de réalité. Il y a eu aussi beaucoup d'articles qui ont travaillé sur est-ce qu'il faut mettre 1 litre ou 3 litres. Globalement, il n'y a pas de différence. Les antiseptiques, c'est pareil. Je pense que c'est plutôt par tradition qu'on en met. Je ne suis pas certain que ce soit ça qui fasse une différence, effectivement. Par ailleurs, je ne suis pas certain non plus qu'il y ait une toxicité propre. Donc, en pratique, je ne peux pas vous dire s'il faut ou pas l'utiliser. Ça a été un débat qu'on a eu entre nous, d'ailleurs, savoir est-ce que le geste de lavage, il reposait sur des preuves et lesquelles, est-ce qu'il était vraiment nécessaire. De toute façon, vous avez vu que dans une grande majorité des cas, vous n'avez pas le microbe. C'est-à-dire qu'à part quand il y a des bactériémies, on ne sait pas quel est le microbe infectant, et donc il faut y aller pour nettoyer. Quand vous êtes sur place, que vous avez du pus, des tissus infectés, globalement vous les enlevez, vous les nettoyez au sérum pieux avec ce que vous voulez, mais vous fermez un site propre, ce qui peut-être repose sur rien. Peut-être qu'on pourrait fermer sur du pus, j'en sais rien, mais c'est plutôt quelque chose de assez habituel qui paraît logique et de toute façon relativement simple à faire. Une fois que vous avez ouvert, laver un petit peu ou pas beaucoup, ça ne change pas grand-chose, quoi. Merci encore pour cette excellente présentation. Ma question, quand vous avez à l'IRM des signes tout à fait typiques d'une infection hypo-hyper prise de contraste avec une CRP normale, Eh bien, il faut prélever. Il faut chercher, il faut prélever. Et puis le TEP scan aussi, si vous avez le TEP positif. Donc vous allez faire le PET scan pour dès qu'il y a un confirmer. doute, on fait l'IRM et le TEP est encore plus spécifique. Et donc CRP normale ne signifie pas absence d'infection. Mais non, malheureusement non. D'accord, merci. Bon, merci beaucoup. On va lever cette table ronde et puis vous remercie encore de votre attention.